L'île de la magnificence. Deuxième partie. Les fariboles avaient pour le moins autant de joie de la mort du dragon que de la délivrance de leur princesse. Le roi régala ses hôtes merveilleusement bien. Lorsqu'Esprit fut un peu revenu de la surprise que lui avait donnée la rencontre imprévue de son frère, il songea à son cher rossignol, qu'il n'avait point vu depuis la mort du dragon. Il ne savait que penser de son absence, et elle lui donnait une véritable inquiétude. Il se retira de bonne heure avec son frère dans l'appartement qui leur avait été préparé. Ce fut là où ils se rendirent un compte exact de leurs aventures. Esprit en était sur le chapitre du rossignol, dont il regrettait la perte, lorsqu'il le vit entrer par la fenêtre. Sa joie fut extrême. Il lui demanda le sujet de son éloignement, et il lui répondit de cette manière. Depuis le jour heureux où vous fîtes ce souhait si avantageux pour moi, puisqu'il me fit recouvrer l'usage de la parole. Comment ? Interrompit Esprit. Vous recouvrâtes la parole ? Est-ce que vous l'avez déjà eue ? Oui, sans doute, reprit le rossignol. Je l'avais déjà eue, puisque je ne suis rien moins que ce que je vous parais, et que mes malheurs me contraignent de cacher depuis 2 années sous cette chétive figure l'infortunée princesse des Arphafides. Quoi ? S'écria Mémoire. Vous êtes l'incomparable Philomène, maîtresse du charmant et malheureux roi Grandimon, qui vient de reprendre sa première forme par la mort d'un affreux dragon et quitter celle d'un lion sous laquelle il gémissait depuis 2 ans par la malice du même enchanteur qui vous a réduit sous celle où vous êtes encore ? Quoi ? Répondit cet illustre oiseau. Grandimon a été lion ? Oui, sûrement, reprit Mémoire. Et si vous voulez, je vous ferai le récit de ce que j'en sais. Vous me ferez plaisir, dit la triste princesse, en baignant de larmes ses petits yeux. Elle se reposa sur une table pendant que Mémoire lui récita ce qu'il savait de ce prince. Lorsqu'il eut fini, il dit à la princesse : « Mais madame, je m'étonne comment vous vous êtes cachée aux yeux d'un homme qui vous aime avec tant de passion et qui souffre des peines cruelles dans l'incertitude où il est de votre sort. » « Hélas, dit Philomène, je suis bien plus à plaindre qu'à blâmer, puisque la cruauté de ma destinée me réduit à lui refuser cette consolation qui serait à mon égard la plus sensible que je pourrais avoir. Et pour vous apprendre à tous deux cette cruelle circonstance de mon malheur, je vais vous dire ce que Grandimon n'a pu vous apprendre puisqu'il l'ignore. Vous saurez donc, aimable frère, que lorsque le cruel Caméléore, sous la figure d'un aigle, m'eut enlevé d'entre les bras de mes femmes, il me porta dans son château brillant, où il effraya d'ébranler ma constance par la vue de ses trésors et par la promesse de toutes les grandeurs et de tous les plaisirs imaginables. Mais il n'y gagna rien, et je demeurai toujours ferme dans la résolution de n'être jamais qu'au roi des Arphafides. Ma fermeté irrita si fort le magicien que son amour s'étant converti en fureur, il perdit le respect que jusque-là il avait eu pour moi. Il résolut de se servir de la force pour se satisfaire. Cette résolution, qu'il me fit connaître d'une manière à ne me pas donner lieu d'en douter, m'effraya. Hélas,
m'écriai-je, dans la vue du terrible état où je me trouvais réduite. N'y aura-t-il point quelque puissance propice qui veuille me secourir? Une princesse qui portait mon nom fut autrefois changée en rossignol en pareille occasion. Ah, que je serais heureuse si je pouvais avoir un sort aussi favorable. Je n'eus pas plus tôt formé ce souhait qu'il fut accompli. Mon corps se couvrit de plumes et ma grandeur naturelle se réduisit à celle de ce petit animal, dont je n'eus pas sitôt pris la forme que j'en eus la légèreté en m'envolant par une fenêtre. Comme je fendais l'air en m'éloignant du funeste château de l'enchanteur, j'entendis voler après moi. Mais hélas, quelle fut ma frayeur lorsque je me vis poursuivi par un faucon qui ne pouvait être que Caméléor, qui dans toutes les apparences avait eu recours à ce changement pour s'opposer à ma fuite. Ma crainte cependant diminua lorsque je vis ce cruel oiseau arrêté par un épervier qui, s'étant battu quelque temps contre lui, l'obligea de fuir. Je repris courage et, me voyant protégé si visiblement contre la puissance de l'enchanteur, je commençai de la craindre moins, et je ne me trouvais plus affligé que de l'absence de mon amant, que je me figurais au désespoir de ma perte. Je me retirai dans le creux d'un arbre pour passer la nuit, pendant laquelle je fis de terribles réflexions sur mon état. Je pris résolution de m'en retourner au palais et de faire tant par mes manières auprès de Grandimont qu'il pût soupçonner ce que j'étais. Le jour parut et je me préparais à exécuter mon dessein lorsque j'entendis une voix qui me dit « Donne-toi bien de garde, malheureuse princesse, de suivre ta résolution. Si Grandimont t'avait vue sous cette forme, tu y resterais toute ta vie. Le magicien désespéré de ton changement n'a su faire pis que d'y attacher cette fatale circonstance. Il faut donc fuir la vue de ton amant et laisser passer le temps prescrit par le destin, après quoi tu pourras retrouver ta première forme. Mais ce ne sera que dans l'île de la magnificence. Suis-moi et je te conduirai dans un lieu où tu attendras tranquillement l'occasion qui te doit conduire dans ce bienheureux séjour. » Aussitôt, je vis le même épervier qui avait combattu contre le faucon. Je le suivis et j'appris en chemin que j'avais pensé fort juste lorsque j'avais cru que c'était Caméléor. Mais mon guide me dit que je ne devais plus craindre sa puissance. Nous arrivâmes dans la forêt que vous avez habitée si longtemps, dit-elle à Esprit, et où je vous ai trouvé. L'obligeant épervier me dit que c'était là le lieu de mon exil, et me permit d'aller jusqu'au royaume des fariboles, dont il m'apprit ce que je vous en ai dit. Il me dit aussi que je pouvais aller chez la reine des laitues pommées, et que dans la suite, je devais être utile au prince son fils. Après ces instructions, il me quitta. Il y avait 2 années que j'étais dans ce lieu lorsque je vous y trouvais. Sitôt que je vous eus entendu parler de l'île de la magnificence, je ne doutais point que vous ne fussiez celui qui devait m'y conduire. Je vous ai toujours suivi, et quand nous arrivâmes dans ce pays, et que j'y trouvais Grandimont, je me cachais, crainte d'en être aperçue. Et j'en userai de cette manière jusque à ce que nous soyons dans cette île tant souhaitée. Les 2 frères promirent à Philomène de la servir, et ils demeurèrent d'accord avec elle qu'elle resterait cachée dans cette chambre
où elle ne serait point exposée à la vue du roi des Arsacides. Lorsqu'il partirait de ce lieu, elle se cacherait dans les cheveux d'Esprit, comme elle avait déjà fait. Le roi des Fariboles se prépara aux noces de sa fille avec le roi Vert de Lait, et elles devaient être célébrées dans peu de jours, lorsque tout d'un coup, ces peuples furent frappés d'une maladie si subite qu'en moins de 3 jours, tout le royaume fut désert, à l'exception de quelques-uns qui s'enfuirent par la mer et qui se réfugièrent où ils purent. Et c'est d'eux que sont sortis tous les fariboles d'aujourd'hui. Le roi se trouva tout à coup sans officier, et le plus fâcheux, c'est que ses trésors et ses meubles les plus précieux lui furent enlevés en une nuit. Il ne douta point que tout ce désordre ne fût un effet de la rage de sa détestable ennemie. Cela était bien vrai, et si ils n'avaient tous été sous la protection de la fée Plaisir, elle les aurait fait périr. Esprit et Mémoire leur conseillèrent de s'embarquer avec eux pour aller à l'île de la Magnificence, dont ils ne doutaient point qu'ils ne trouvassent bientôt le chemin. Comme ils étaient près de partir, la princesse Févrole et le prince Petit Pois, son amant, arrivèrent au palais. Ils avaient chacun un petit état qui relevait du royaume des laitues pommées. Ils revinrent apprendre à leur roi Vert de Lait la destruction de son palais et du leur. La fée Berlinguette avait envoyé un vent qui avait entièrement séché les jardins, tué les jardiniers et renversé toutes les maisons, sans en excepter le palais du roi. Cependant que chacun regrette ses pertes, voyons de quelle manière vont les affaires du 3e prince, Entendement. Lorsqu'il eut passé le lac avec son écorce de cannelle, il prit le chemin de la mer qui n'était pas fort éloigné. Il trouva un vaisseau prêt à faire voile, et, sans savoir comment ni pourquoi, il s'y embarqua. La douleur que lui causait la perte de sa chère Prudence et l'indignation que de voir avoir contre lui la reine Plaisir l'occupaient si fort qu'il ne se mit même pas en peine en quel lieu allait le vaisseau sur lequel il était. Il y avait déjà quelques jours qu'il voguait avec la même indifférence, lorsqu'un matin, en sortant de sa chambre, il fut bien surpris de ne voir plus personne dans le vaisseau. Pilote, matelot et passagers, tout était disparu. Il visita le vaisseau jusqu'à fond de cale, mais il trouva partout la même solitude. Quand il aurait été parfaitement instruit de tout ce qu'il est nécessaire de savoir pour la conduite d'un vaisseau, étant seul, il n'aurait pas pu en faire la manœuvre. Toutes les difficultés n'étaient pas ignorées d'Entendement. C'est pourquoi il prit son parti et se résolut à périr, ce qui devait plaire à la fée Plaisir, qu'il croyait être la cause d'un événement si peu naturel. Il s'enferma dans sa chambre pour attendre son dernier moment. Un gros temps s'éleva qui lui fit voir la mort plus certaine. Tantôt le vaisseau était porté jusques aux nues, tantôt il était précipité dans les abîmes. Le vent, la grêle, la foudre et les éclairs faisaient un fracas terrible, quand tout à coup, un grand calme succéda, et un silence si profond que l'on n'entendait pas même le bruit des vagues. Entendement crut d'abord que le vaisseau avait péri, mais un moment après, il changea de sentiment, voyant bien qu'il était impossible que cela fût, n'étant point dans l'eau
et ne sentant pas même celle de la pluie. Il sortit sur le tillac pour s'éclaircir de cet événement. Mais tout ce qu'il put connaître, c'est que le vaisseau était immobile. On ne sentait pas la moindre haleine de vent. Une épaisse obscurité ne laissait voir ni le ciel, ni les eaux. « Où suis-je » disait-il, « et quel est ce prodige ? Que dois-je attendre de ma destinée ? Lequel des éléments contribuera-t-il à ma perte ? Jamais mortel a-t-il été dans une plus cruelle incertitude ? Que ce profond silence est affreux. Suis-je suspendu dans l'air ? Suis-je abîmé au centre de la terre ? Hélas, je n'en sais rien. Et ce qui me paraît le plus vraisemblable, c'est que je dois périr de quelque manière que ce puisse être. Eh bien, continua-t-il, périssons puisqu'il le faut. Après avoir pris cette résolution, il demeura tranquillement sur le tillac, où il passa plusieurs heures, au bout desquelles il entendit un son assez agréable, mais fort éloigné. Ce son augmenta de manière qu'il discerna que c'étaient des voix accompagnées d'instruments, comme théorbes, viols et flûtes. « Je suis mort sans doute », dit entendement, et ce vaisseau a passé dans un instant des ondes de la mer agitées sur les eaux dormantes du Styx. Ce que j'entends ne peut sortir que des Champs-Élysées. Après cette réflexion, il écouta encore quelque temps, après lequel une lumière fort éloignée lui frappa les yeux avec d'autant plus de force qu'il y avait longtemps qu'il était dans l'obscurité. Elle occupait d'abord peu d'espace et paraissait sortir de quelque profondeur. Mais insensiblement, elle augmenta en clarté et en étendue. Après environ 1 heure de temps, elle lui parut assez proche pour lui faire connaître qu'elle était sur terre, mais sur une terre offusquée d'une obscure nuit, qui ne laissait entrevoir par le moyen de cette lumière profonde qu'un grand vide où la vue n'était arrêtée par aucun objet. Enfin, cette lumière, qui paraissait occuper un chemin creux, monta jusque à la superficie de la terre, sur laquelle il vit paraître 2 hommes qui tenaient chacun un flambeau de pris de cire blanche. Il reconnut à la lumière de ces flambeaux que ces hommes étaient presque nus, à la réserve d'un tonnelet qui leur descendait de la ceinture aux genoux. Il était d'une étoffe figurée de plusieurs couleurs, sur un fond d'argent. Ils avaient encore une double bandoulière de la même étoffe, large de la main, qui leur croisait sur l'estomac. La peau de leur corps et celle de leur visage étaient couleur d'olive. Leurs traits n'étaient pas désagréables, mais ils avaient le nez un peu crochu, aussi bien que les doigts des pieds et des mains. Leurs yeux ressemblaient à 2 grains de jais noirs, sans qu'il y parût rien de blanc. Le peu de cheveux qu'ils avaient étaient noirs et crêpés, et ne leur couvraient que le dessus de la tête, laissant voir leurs oreilles, qui étaient fort grandes. Ces 2 figures, qui marchaient sur une ligne égale et un peu séparée l'une de l'autre, n'eurent pas plutôt paru que 2 pareilles les suivirent, qui le furent encore de 2 autres, et enfin jusqu'au nombre de 12, après lesquels parut un homme seul. Sa taille était un peu au-dessous de la moyenne, mais des plus nobles et des mieux prises. Il était beau en perfection et paraissait 26 à 30 ans. Son teint était un peu brun et ne laissait pas d'être fin
uni et vermeil. Il avait les yeux noirs, grands, doux et spirituels. Ses cheveux de même couleur tombaient en grosses boucles sur ses épaules. Son habit, presque à la romaine, était d'un velours vert à ramages sur un fond d'or brillant. Un bas de soie, couleur de feu, lui couvrait la jambe et la cuisse. Des escarpins d'étoffe, pareils à son habit, attachés de boucles de diamants, faisaient sa chaussure. Et sa coiffure était une petite toque de même parure, autour de laquelle était un cordon de pierreries, de dessous lequel sortaient négligemment 6 ou 7 plumes couleur de feu, dont les tiges étaient couvertes de perles et de diamants enfilés ensemble. Après ce charmant objet, 12 autres estaffiers, pareils au premier, marchaient dans le même ordre. Jamais spectacle n'apparut plus beau que cette brillante marche dans ce lieu ténébreux. Et Entendement, qui était accoutumé à la magnificence, en fut charmé. Après avoir marché quelques pas, un des estaffiers se détacha par l'ordre de son maître et s'approcha du vaisseau où était Entendement. Lorsqu'il en fut proche, il frappa la terre du pied, et aussitôt il se trouva sur le tillac, proche d'Entendement, à qui il dit, en langage inconnu et qu'il ne laissa pas d'entendre, « Le roi mon maître, ayant appris votre arrivée en ce pays, vous prie de le venir trouver. » « Et qui est le roi votre maître ?» lui demanda Entendement. « C'est celui que vous voyez, » répondit l'envoyé. « Il se nomme Antijour, et ce pays est le royaume des richesses perdues. Donnez-moi la main, continua-t-il, et frappez du pied comme moi. » Il le fit, et aussitôt il se trouva à terre hors du vaisseau. Il aborda le roi Antijour avec beaucoup de respect, et il en fut reçu fort civilement. « Aimable étranger, lui dit le roi, il faut que vous soyez quelque chose de merveilleux, et la manière prodigieuse avec laquelle vous êtes arrivé sur mes terres ne m'en laisse point douter. » Entendement, quoiqu'un peu surpris, se préparait à lui répondre lorsqu'il lui dit en lui présentant sa main « Ce n'est pas ici le lieu où je veux apprendre vos aventures. Suivez-moi. » Aussitôt, le roi et toute sa suite retournèrent d'où ils étaient venus et reprirent le chemin creux qui descendait imperceptiblement. Lorsqu'ils eurent marché près d'1 heure, toujours en descendant, ils se trouvèrent dans un pays plat, où régnait le même silence et la même obscurité, dans laquelle Entendement vit d'assez loin quelque chose de fort brillant. Lorsqu'il fut plus proche, il discerna que c'étaient 7 grands portiques, bâtis de terre vernissée si belle et si lustrée qu'elle semblait une glace de miroir. Les ornements d'architecture y étaient marqués par un nombre infini de petites lampes, qui faisaient dans cette obscurité le même effet que les étoiles dans une belle nuit. Entendement remarqua que ces lampes et les flambeaux que portaient les estaffiers d'Antijour ne faisaient aucune fumée, et que depuis plus d'1 heure qu'il les voyait brûler, ils n'avaient pas diminué. Lorsque le roi eut passé sous le portique du milieu avec Entendement, et toute sa magnifique suite, ils se trouvèrent dans une grande cour pavée en échiquier de marbre noir et blanc, au fond de laquelle 7 autres portiques répondaient aux 7 premiers. Ils soutenaient un grand bâtiment de pareille manière,
et éclairés de même. Les deux côtés de la cour étaient bornés chacun de 7 portiques pareils aux autres et remplis des mêmes illuminations. Mais le plus merveilleux était que les portiques du fond de la cour et ceux des côtés étaient autant de décorations de théâtre, composées et éclairées de même que ceux de l'opéra. Les unes représentaient des jardins à perte de vue, ornés de fontaines jaillissantes, de fleurs et de figures. D'autres faisaient voir en éloignement des mers, des vaisseaux et des monstres marins. L'on en voyait d'autres qui représentaient des palais magnifiques, des forêts, des prés, des campagnes, et enfin tout ce que l'art de la perspective a de plus fin et de plus naturel. Antijour laissa un peu admirer ces merveilles à son nouvel hôte. Puis, étant entré dans une espèce de vestibule, il montra un grand escalier éclairé de distance en distance de lustres de cristal remplis de bougies. De là, il fut dans un appartement, dont la première pièce était une salle tapissée des plus belles tapisseries de haute lice, et les meubles aux proportions aussi bien entendues qu'en France. La seconde et la troisième pièce étaient de la même propreté et de parures différentes, et surtout l'on y voyait des tableaux et des portraits admirables, et l'on ne marchait que sur des tapis de Perse et de Turquie des plus exquis. Enfin, le roi entra dans sa chambre qui pouvait passer pour un chef-d'œuvre de magnificence, et surtout le lit, qui était pour le moins aussi beau et aussi riche que celui que Lobel montait autrefois à Paris dans l'hôtel de la Ferté. Quantité de seigneurs y suivirent sa majesté. Ils étaient assez bien faits et très magnifiques. Mais il s'en fallait beaucoup qu'ils fussent aussi beaux que le roi. Ce prince entra seul avec entendement dans son cabinet, qui était rempli des curiosités les plus rares. Il le fit asseoir auprès de lui et le pria de lui dire qui il était et comment il avait été conduit dans son royaume. Entendement lui donna la satisfaction qu'il désirait et lui fit un détail des beautés et des richesses de l'île de la Magnificence, aussi bien que des charmes et de l'esprit profond de la reine Plaisir, et surtout de son pouvoir et de sa science. Il ne lui dit rien à son égard que les circonstances qui lui étaient avantageuses, se donnant bien de garde de lui faire confidence de sa fuite. Les gens d'esprit savent toujours se ménager dans l'occasion. Lorsqu'il eut fini son récit, Antijour lui fit connaître le plaisir qu'il avait pris à l'entendre et parut charmé des grandes choses qu'il venait d'apprendre de la belle fée. Il dit à Entendement: « Je me suis bien douté qu'il fallait que vous fussiez un homme extraordinaire, puisque personne n'est venu en ce lieu de la manière dont vous y avez été conduit. Nous verrons dans la suite ce que produira un événement si peu commun. Il faut que votre art pénètre toute la profondeur de la mer, qu'il ait traversé le royaume des Ondins et la terre qui nous sépare, et dont toutes les routes ne sont connues que par ces peuples. Mon royaume a autant d'étendue que les mers qui sont au-dessus de nous. Toutes les richesses qu'elles engloutissent dans leur vaste sein sont à nous. Les Ondins dont je viens de vous parler, et qui habitent dans le fond des mers, les reçoivent et nous les envoient. Étant mes sujets, et relevant de mon empire,
tous les riches meubles que vous avez vus et que vous verrez nous viennent par cette voie. Nous ne vivons ordinairement que de poissons et de plusieurs légumes merveilleusement bonnes qui viennent au fond de la mer. Les ondins nous fournissent les uns et les autres. Lorsque les vaisseaux périssent, ces peuples qui se connaissent parfaitement en physionomie secourent et font revivre les gens qui nous sont utiles pour nous les envoyer comme peintres, machinistes, musiciens, sculpteurs, architectes, maîtres d'hôtel, cuisiniers, tailleurs, tapissiers et plusieurs sortes d'artisans. Ils ne vivent pas longtemps ici, l'air ne leur étant pas propre, mais ils apprennent à nos sujets ce qu'ils savent et ils y réussissent assez bien. La musique que vous avez peut-être entendue en arrivant est exécutée par ces sortes de personnes. Il y a 2 ans que les ondins du Rhône, qui ont commerce avec les nôtres, nous envoyèrent un opéra entier qui avait péri dans ce fleuve. Nous avons aussi connaissance des sciences par des savants qui nous sont aussi envoyés et des livres qui tombent entre nos mains. Notre terre ne produit presque rien par le défaut d'air. Nous avons des vers qui font de la cire comme vos abeilles. Et cette cire a la propriété de ne point faire de fumée et de durer 10 fois plus que la vôtre. Pour l'huile de nos lampes, ce sont les ondins qui nous en fournissent et qui la préparent d'une manière si particulière qu'elle est presque inatteignable. Et nos lampes, qui brûlent toujours, sont remplies depuis plusieurs années. Nous n'avons point de femme, nous vivons 2 siècles et nous adorons la nuit. Notre génération se fait en prenant une once de poudre tirée d'un corps desséché au feu, dont la composition nous a été apprise par les gnomes qui ont aussi commerce avec nous. Ce corps desséché est toujours celui du plus fort et du plus robuste. Nous faisons tremper cette poudre dans une liqueur précieuse qui découle d'un arbre unique que nous avons en ce pays. Puis, nous la mettons dans une terre particulière. Et au bout de 9 révolutions, qui sont mesurées comme vos jours, nous y trouvons un œuf que l'on met dans une boîte faite d'un œuf de baleine, rempli de duvet d'alcyon. Après 9 autres révolutions, il sort de cet œuf un petit embryon que l'on enferme dans une bouteille de verre haute d'une coudée et fermée hermétiquement. Lorsque l'embryon est aussi grand que la bouteille, ce qui arrive toujours au bout de 49 révolutions, elle se casse d'elle-même et l'enfant qui en sort est vêtu et nourri comme nous. Et dans 1 année, il est en âge d'homme. Il n'y a jamais qu'un prince. La génération s'en fait comme celle des autres, du corps d'un prince mort et desséché, excepté qu'il faut double révolution pour sa formation. Comme Antijour était dans cet endroit de son récit, l'on entendit un petit carillon composé de clochettes d'une douceur et d'un accord merveilleux. « Allons souper », dit le roi à entendement. « Ces cloches nous en avertissent. Comme nous n'avons point de lumière pour régler nos jours, elles marquent nos heures. Il y en a à toutes les portes des chambres qui sonnent par ressort comme des pendules. Le matin, elles avertissent de se lever. Elles en font de même au dîner, au souper et lorsqu'il faut se mettre au lit. » En parlant de cette manière, ils arrivèrent dans une salle où le souper était servi, avec une abondance et une propreté admirables. Les plats, les assiettes et toute la garniture des buffets
était de vermeil. Le roi, après avoir lavé, se mit à table. Il fit placer Entendement vis-à-vis de lui, et 10 ou 12 seigneurs se mirent à des couverts plus éloignés. Tous les mets furent très bien appréciés. De bons jambons de Mayence et de Bayonne furent servis pour entremets, aussi bien que des cervelas de la bonne faiseuse, des chapons gras et d'autres volatiles n'y furent pas oubliés. Le roi dit à son hôte: « Le hasard vous donne aujourd'hui de l'extraordinaire. Un vaisseau français qui a ce matin péri proche d'ici nous a fourni ces viandes. Nous boirons aussi du vin de Champagne, dont il doit y avoir bonne provision. Nos ondins sont fidèles, ils nous envoient jusque à la moindre chose. Le dessert fut des plus friands. Il y avait force confitures sèches et liquides, des massepains à la royale et toutes sortes de pâtisseries, de pâtes et de conserves. Or le fruit, tout y était en abondance. L'on y but des liqueurs, le vin d'Espagne, de Canaries, le muscat, les eaux distillées et le ratafia n'y manquèrent pas. Le repas fini, le roi demanda à Entendement quel opéra il voulait voir. Il lui répondit fort respectueusement que sa volonté se réglerait sur la sienne. « Eh bien, dit le roi, nous verrons ici, c'est le plus nouveau. » Aussitôt, l'on ouvrit des rideaux de damas de Gênes, couleur de feu, garnis de franges d'or, qui fermaient les fenêtres du palais, qui n'avaient point d'autre fermeture. Ces fenêtres donnaient sur une de ces décorations dont j'ai parlé. L'on y représenta l'opéra d'Issée. Les jeunes acteurs faisaient les rôles des femmes qui n'entrent jamais dans ce pays. Tout y fut fort bien représenté. Après ce divertissement, l'on apporta du café, du thé et du chocolat, servis dans des cabarets de la Chine et du Japon des plus rares, garnis des plus fines porcelaines. Les clochettes d'or, car elles étaient de ce métal, sonnèrent quelques moments après, et elles avertissaient qu'il était temps de se retirer. Entendement prit congé du roi, qui le fit conduire dans un très bel appartement, où il coucha dans un très bel et bon lit. Il avait l'esprit si rempli des merveilleuses choses qu'il avait vues et entendues, qu'il eut bien de la peine à s'endormir. Quoiqu'il fût beaucoup plus facile de se reposer tranquillement en ce monde-là qu'un autre. Le lendemain, il fut éveillé par le carillon des pendules, et peu de temps après, un des courtisans du roi entra dans la chambre, suivi par des officiers qui portaient des habits magnifiques à la mode du pays. Il les présenta à Entendement, de la part du roi, qui souhaitait qu'il les mît. Il accepta civilement ce présent et se fit habiller d'un habit de brocart or et bleu avec un bas de soie couleur de rose. Sa toque était entourée d'un cordon de rubis et de perles et des plumes de même couleur que le bas de soie. Cet ajustement convenait parfaitement à son beau teint et à ses cheveux noirs. Comme il fut achevé d'habiller, il voulut prendre dans les poches de l'habit qu'il avait le jour précédent une fort belle montre pour la mettre sur lui. Mais il fut étrangement surpris lorsqu'en la tirant, il vit que ce n'était pas celle qu'il avait apportée de l'île de la Magnificence, mais une autre, bien plus riche, et sur la boîte de laquelle était le portrait de la reine Plaisir, entouré de gros diamants brillants d'un prix infini. Le courtisan qui était présent, ébloui de la richesse de ce bijou, demanda à Entendement
de qui était cette peinture, mais sans lui faire connaître son étonnement. Il lui dit que c'était le portrait d'une belle reine, dont il avait l'honneur d'être le sujet. Il comprit bien qu'il y avait un mystère caché sous cette aventure, et ce qui lui fit le plus plaisir, c'est qu'il crut que puisque la reine lui faisait ce présent dans un lieu si impénétrable, elle avait dessein de se servir de lui, et que par conséquent, elle était adoucie à son égard. Pendant qu'il faisait ces réflexions, il fut conduit chez le roi, au lever duquel il trouva une grosse cour. Ce prince le reçut parfaitement bien, et après qu'il fut habillé, il entra avec lui dans son cabinet, où il ne fut pas si tôt qu'il le pria de lui dire quelques particularités de son pays, et principalement de ce qui concernait sa belle reine. Entendement satisfit au désir du roi, et après lui avoir laissé une idée très avantageuse de son pays et de la princesse, lui dit : « Seigneur, j'étais hier si occupé des choses extraordinaires qui m'étaient arrivées que je ne songeais point à vous montrer le portrait de la reine de l'île de la Magnificence. » En disant cela, il le tira de sa poche et le présenta à Antijour, qui fut frappé d'une extrême surprise. Il demeura longtemps immobile en regardant attentivement cette peinture. Puis, revenant à lui, « Aimable étranger, lui dit-il, voulez-vous bien me confier un bijou si précieux ? » « Il est à vous, Seigneur, » répondit Entendement, en lui faisant une profonde révérence. « Plût au ciel, » répliqua le roi en soupirant. Il sortit du cabinet sans rien dire davantage, et lorsqu'il fut rentré dans sa chambre, il donna ordre à un de ses courtisans de faire voir à Entendement ce qu'il y avait de plus rare. Il fut conduit dans la bibliothèque, où il vit un nombre infini de livres et de manuscrits contenant des secrets merveilleux, des négociations secrètes et des originaux d'histoire que l'on n'a jamais pu recouvrer. Il vit toutes les richesses et toutes les beautés du palais, après quoi celui qui le conduisait le fit asseoir dans une espèce de chaise portée par deux hommes semblables aux estafiers du roi. Le courtisan en prit une pareille, et ces hommes les portaient avec tant de vitesse qu'il n'y a point de postillon qui les eût pu suivre. Avec cette voiture, Entendement fut conduit aux manufactures des étrangers et à celles du pays. Ensuite, son conducteur lui fit voir la terre de production, laquelle est d'une petite étendue. Elle est enfermée d'une muraille d'or, aussi bien que le lieu où l'on garde la poudre des corps desséchés, tant des rois que de leurs sujets. Il vit aussi dans un autre lieu fermé l'arbre unique dont le roi lui avait parlé. Ensuite, on le mena au temple de la nuit, qui est bâti de marbre noir. La déesse y est représentée sous la figure d'une chauve-souris d'or, couverte d'un crêpe noir. On lui sacrifie des pavots, qui sont les seules fleurs qui croissent dans ce pays. Les feuilles et leurs tiges sont feuilles mortes, et leurs fleurs couleur de violet brun fervente à brûler sur un autel de pierre noire que l'on arrose avec tout le sirop de coquelicot que l'on trouve dans les vaisseaux qui périssent. On ne parle jamais à voix haute dans ce temple, pas même à une lieue à la ronde. Il n'est éclairé que d'une lampe. Le roi n'y vient faire des dévotions qu'une fois l'année, et cette dévotion consiste à coucher une nuit dans le temple, où on lui dresse un lit d'ébène
avec un pavillon de velours noir. Entendement se promena sur le bord d'une rivière dont les eaux paraissaient aussi noires que de l'encre. Mais lorsque l'on en prend, elle est très claire et très bonne. L'on ne voit dans ce pays aucune bête que des vers à cire. Leur travail se fait dans une terre molle où ils font des trous à peu près gros comme nos ruches. Le seigneur qui accompagnait Entendement, après lui avoir fait voir toutes les beautés du pays, le conduisit dans sa maison où il le régala. Elle était fort propre et bien éclairée dedans et dehors. Ce qui parut le plus surprenant à Entendement fut ce nombre infini de lampes et de flambeaux qui éclairent continuellement ces sombres demeures. Toute la Révolution, pour parler en termes du pays, se passa de cette manière, et ils firent plus de chemin dans cet espace de temps que l'on en aurait fait en 15 jours dans notre monde. Entendement se rendit au souper du roi. Tout s'y passa comme au précédent, excepté que le roi parut fort rêveur et mangea peu, et qu'il n'y eut point d'opéra. Après que ce repas fut fini, Antijour mena Entendement dans son cabinet. Il s'assit dans un fauteuil et lui fit signe d'en faire autant. Puis, s'appuyant sur une table de marqueterie et soutenant sa tête d'une main, il demeura quelque temps sans rien dire. Puis il tira de sa poche le portrait de Plaisir. Il le regarda d'un air tendre et se tournant vers Entendement, il lui dit en soupirant: « Vous avez raison de dire que la puissance de votre reine est grande. Il faut bien que cela soit, puisque sa peinture a mis mon cœur dans un état qu'il ne connaissait point encore. Il y a dans mon palais les portraits des plus belles femmes de l'univers. Je n'ai jamais senti en les voyant que le plaisir que donne un bel ouvrage. Mais, hélas, il n'en est pas de même de celui-ci. Les heures marquées par cette fatale montre dont il est accompagné m'ont fait trouver la dernière de mon repos. Et quoique l'amour soit une passion que l'on ne connaît ici que par les livres, je sens bien qu'elle s'est emparée de mon cœur et que je ne puis plus vivre heureux sans la possession de cette incomparable personne. J'ai senti dans le temps d'une seule révolution les sentiments de l'amour les plus délicats, la jalousie, l'absence et l'impatience se font sentir à mon cœur avec toute leur force. Entendement fut bien surpris d'entendre parler ainsi le roi des richesses perdues. Mais faisant dans un instant réflexion à son aventure, et de quelle manière le portrait de la reine Plaisir lui avait été envoyé, il ne douta point qu'elle n'y eût beaucoup de part. C'est pourquoi il dit au roi: « Seigneur, je ne m'étonne point des sentiments que vous avez pour la reine de l'île de la Magnificence. Son pouvoir est assez grand pour s'étendre jusque en ces lieux souterrains. Et il est même de sa grandeur de recevoir l'hommage d'un prince dont le mérite et l'origine sont si extraordinaires. Abandonnez-vous, Seigneur, abandonnez-vous aux douceurs de la passion que vous commencez de ressentir, et soyez sûr que pourvu que vous puissiez trouver le moyen de sortir de ces lieux, il ne vous sera pas impossible de devenir heureux. » Antijour fut charmé des belles espérances que lui donnait son cher confident. Il l'embrassa 1000 fois et lui dit qu'il allait envoyer chercher un magicien
qui donnait des talismans à plusieurs de ses sujets qui leur faisaient exécuter des choses impossibles. Entendement quitta le roi et se retira à son appartement. Le lendemain, le magicien vint trouver Antijour, à qui il promit tout ce qu'il voulut. Il le dit à Entendement et lui témoigna la joie qu'il en ressentait. Il lui dit encore que de crainte que ses peuples ne s'opposassent à son départ, il allait songer à la production d'un autre Antijour, car ce nom était annexé à tous les rois de ce pays. Il ne perdit point de temps, et au bout de 86 révolutions, le nouveau prince se trouva en état de sortir de la bouteille, qui était le temps où il avait l'usage de la raison. Pendant ce temps-là, Antijour devenait toujours plus amoureux de la fée Plaisir. Il en parlait continuellement avec Entendement, à qui il donnait tous les divertissements qui étaient en sa puissance, car pour lui, il ne s'en souciait plus et ne trouvait d'autre plaisir que celui de songer à sa passion. Après qu'il eut mis le jeune Antijour entre les mains de celui de ses sujets qu'il trouva le plus capable de son éducation, il ne songea plus qu'à partir. Il avait donné ordre aux Ondins de lui envoyer l'équipage du premier vaisseau qui tomberait entre leurs mains. Il s'en était déjà acquitté et il avait été mis sur le vaisseau d'Entendement, qui fut équipé de tout ce qui lui était nécessaire et dans lequel on embarqua des richesses immenses, quoiqu'Entendement eût dit au roi qu'il était très inutile de porter des trésors dans un lieu qui en était la source. Enfin, lorsque tout fut prêt, Antijour fit reconnaître le nouveau roi. Puis il partit, fort regretté de ses sujets, à qui ce départ parut d'autant plus surprenant qu'il n'avait jamais eu d'exemple. Le roi, qui n'avait voulu être suivi de personne, monta seul sur le vaisseau avec Entendement. Sitôt qu'il y fut, le magicien fit sortir de terre un vent si violent et si impétueux qu'il enleva le vaisseau avec tant de promptitude qu'il perça la terre et fut dans un instant chez les Ondins. Antijour s'arrêta là quelque temps pour donner à ses peuples quelques ordres touchant leur nouveau monarque et l'utilité du royaume qu'il quittait. Cependant, Entendement remarquait la surprenante situation de ce lieu et la figure de ces peuples qui habitent sur les sables de la mer, dont les eaux suspendues leur servent de ciel, d'où il sort une faible clarté, pareille à celle du crépuscule. Les hommes y sont grands et bien faits, et les femmes assez belles. Elles ont de longs cheveux presque blancs, les hommes les ont bleus. Ils sont les uns et les autres à demi vêtus, d'une étoffe faite de mailles vertes, mais si belle et si finement travaillée qu'il semble que ce soit du velours. Leurs retraites sont des roches creusées qui composent des habitations fort propres et fort commodes. La pointe de ces roches s'élève dans les ondes de la mer et ce sont les écueils qui font périr tant de vaisseaux. L'on voit encore de grands marais très bien cultivés où il y a quantité de légumes. Entendement y remarqua des animaux amphibies qui se promenaient en grand nombre sur le sable rempli de coquillages de toutes manières. D'abord, quand Antijour eut fini sa conversation, le magicien qui l'avait suivi fit élever un autre vent qui, enlevant encore le vaisseau, lui fit percer les ondes et le mit aussitôt à flot.
Entendement revit la lumière avec un grand plaisir. Le roi s'en trouva incommodé quelques jours, pendant lesquels il fut obligé de garder la chambre. Il s'accoutuma peu à peu. Son amour et la vue du portrait de la charmante fée achevèrent de le guérir. 3 ou 4 jours après leur navigation, le pilote les avertit qu'il voyait la terre et que le vent le poussait à l'abordage d'un port fort commode. Entendement conseilla au roi d'y prendre terre, ce qu'ils firent en peu de temps. Antijour et Entendement descendirent du vaisseau pour apprendre en quel pays ils étaient, car le pilote, qui apparemment n'était pas fort expérimenté ou qui avait perdu la mémoire depuis la résurrection, n'en savait rien. Comme ils eurent fait quelques pas, Entendement, qui avait la vue meilleure qu'Antijour, qui n'était pas encore accoutumé à voir de loin, aperçut plusieurs personnes qui venaient à eux. Ils allèrent au-devant, et lorsqu'ils en furent plus proches, il leur parut par la richesse de leur habit que ce n'étaient pas des gens du commun. Il y avait des hommes et des femmes, mais quelle fut la surprise d'Entendement en reconnaissant ces 2 frères qui étaient avec ces personnes. C'étaient eux, effectivement, qui venaient chercher un vaisseau pour sortir avec le roi Peudaquet du déplorable royaume des Fariboles. Il était accompagné de la princesse Blanchette, de Grandimont, de Féverolles et Petit Pois. Si Entendement avait reconnu ses frères, ils en avaient fait de même à son égard. Ils se joignirent et s'embrassèrent avec beaucoup de joie et d'étonnement. Esprit fit connaître à son frère les illustres personnes qui l'accompagnaient, et Entendement en fit autant d'Antijour, dont la beauté et le bon air le firent admirer de cette belle troupe. Le mérite a cela de propre qu'il ne faut que le voir pour l'estimer. Toutes ces personnes distinguées se firent des civilités réciproques. Et lorsqu'Antijour eut appris le dessein qu'ils avaient de s'embarquer pour aller dans l'île de la Magnificence, sa joie fut extrême. Il leur offrit son vaisseau, qui fut accepté avec plaisir. On s'embarqua sur le champ, et le vent s'étant trouvé favorable, l'on mit promptement à la voile. La conversation fut agréable, et chacun raconta ses aventures. Pour les 3 frères, ils ne pouvaient se quitter et ne trouvaient pas assez de temps pour se dire ce qui leur était arrivé. Entendement fut chagrin lorsqu'il apprit de ses frères qu'ils avaient les portraits de leur maîtresse et qu'ils n'avaient point celui de la sienne. « Vous n'avez pas sujet de vous plaindre, lui dit Esprit, puisqu'en échange vous avez eu celui de la reine. »« Il est vrai, reprit-il, mais ce portrait n'est pas une faveur pour moi, puisque dans toutes les apparences, il ne m'a été envoyé que pour le rendre au roi des richesses perdues. » Comme il finissait de parler, il mit sans y penser la main dans sa poche et fut agréablement surpris d'en tirer la peinture de la belle et sage Prudence. Il n'y avait que la pauvre Philomèle qui n'était point de la conversation. Elle était toujours cachée dans les cheveux d'Esprit. Mais lorsqu'il fut avec ses 2 frères, il la fit connaître à Entendement, à qui il conta tout bas son aventure, crainte d'être entendu du roi des Arphafides. Leur navigation fut courte et heureuse, et ils arrivèrent à terre au grand contentement de tous. Antijour songea où il pourrait trouver de quoi voiturer ses richesses, mais il fut bientôt hors d'embarras, car à peine furent-ils tous débarqués que le vaisseau disparut.
Je vous l'avais bien dit, Seigneur, dit Entendement à Antijour, que cet appareil ne serait pas du goût de la reine. Elle renvoie sans doute vos trésors d'où vous les avez tirés. Ce prince avait l'âme trop grande pour être touché de cette perte. Elle n'aurait pu lui être sensible que par rapport à son amour. Mais ce que lui disait Entendement lui faisait connaître qu'il n'y avait point de part. Il n'y songea plus. Cette agréable troupe n'eut pas fait 100 pas sur la grève qu'elle se trouva à l'entrée d'une grande allée de myrtes aussi gros que des chênes. L'on y marchait sur une herbe menue, émaillée de fleurs, et 1000 oiseaux y faisaient un merveilleux ramage. Ces arbres, dit Mémoire, ont été de tout temps le symbole de l'amour. Et comme il n'y a personne ici qui ne ressente cette passion, je crois que l'on ferait bien d'en faire des couronnes pour orner notre triomphe. Chacun applaudit à ce discours, et comme l'on se préparait à rompre les branches les plus basses, pour les employer à cet usage, 14 colombes blanches comme de la neige, et qui portaient chacune à leur bec une couronne de myrte enrichie de pierreries, vinrent voltiger sur la tête de nos amants qu'ils couronnèrent. Antijour, Grandimon et les 3 frères en eurent chacun 2. Ils entendirent bien ce mystère et comprirent que ces doubles couronnes étaient pour leur maîtresse. Il n'y eut que le roi des Arphafides qui en soupira douloureusement en disant « Hélas, malheureux prince et encore plus malheureux amant, que feras-tu de cette couronne et où trouveras-tu celle qui la voudrait recevoir de ta main ?» « Ne vous affligez point, grand roi, lui dit Esprit. Vous n'êtes pas loin de la fin de vos peines, et la charmante reine que nous allons voir ne manquera pas de les finir. » Avec ces agréables aventures, ils se trouvèrent au bout de l'allée de myrte, qui finissait au bord du lac qui servait de borne à cette île tant souhaitée. 3 chaloupes, toutes brillantes d'or et de pierreries, parurent sur ce lac. Elles avançaient à force de rames. L'une était meublée de vert, l'autre de couleur de rose, et la 3e de bleu, le tout frangé et galonné d'argent. Les rameurs étaient vêtus de même livrée. Lorsque ces chaloupes furent à la portée de la vue, les 3 frères reconnurent leur maîtresse dans celle du milieu. Elles étaient belles comme les astres, parées comme des déesses. Les 2 autres chaloupes étaient vides. Sitôt qu'elles eussent touché le rivage, Entendement, Esprit et Mémoire coururent pour donner la main à ces charmantes sœurs. Ils étaient si transportés qu'ils ne pouvaient leur parler que par leurs regards. Elles leur répondirent en même langage. Prudence s'avança la première et fit en peu de mots son compliment de la part de la reine à ces illustres personnes, qu'elle obligea ensuite d'entrer dans ses chaloupes. Lorsqu'ils y furent tous entrés, les rameurs firent leur devoir et arrivèrent en peu de temps à l'autre rive. Pendant que ces magnifiques bâtiments font bouillonner les eaux du lac, qui semblaient être fiers d'une si belle charge, les amants sont aux pieds de leur maîtresse, remplis de joie et d'espérance. Enfin, l'on toucha à cette bienheureuse terre. Esprit ne l'eut pas plus tôt touché que la charmante Philomèle parut telle qu'elle était avant que Caméléore l'eût enlevée. Si tout le monde fut touché d'admiration pour une beauté si parfaite, Grandimon en pensa mourir de plaisir. Il se jeta à ses pieds en lui disant « Est-ce vous,
charmante princesse, est-ce vous, mon aimable Philomèle? Hélas, où avez-vous passé tant de temps et comment êtes-vous échappé des mains du cruel Caméléore? Seigneur, lui dit-elle en le relevant et le regardant avec tendresse, je ne puis vous dire ces choses présentement, je vous les apprendrai dans un temps plus commode. Il suffit que nous nous voyions, que nos malheurs n'ont point diminué notre tendresse et que nous n'avons plus rien à craindre de nos ennemis. Voilà, continua-t-elle en lui montrant Esprit, celui à qui j'ai l'obligation de mon changement. Et sans en savoir davantage, Grandimon lui témoigna sa reconnaissance. À mesure que l'on avançait dans l'île, les beautés que l'on découvrait chaque instant augmentaient le plaisir et l'admiration. Mais ce fut bien autre chose lorsque l'on approcha du palais. Tous les seigneurs qui composaient cette magnifique cour vinrent au-devant des princes et des princesses et les conduisirent dans la salle des audiences, qui était la plus belle, la plus grande et la plus riche que l'on se puisse imaginer. Mais rien ne pouvait être comparé à la belle reine qui présidait en ce lieu. Elle était assise sur un trône élevé de plusieurs marches. Il était si rempli d'escarboucles que l'on n'en pouvait soutenir l'éclat, qui était considérablement augmenté par un soleil de diamants dont l'architecture était terminée. La reine avait un habit si couvert de pierreries que l'on n'en remarquait point la couleur. Elle tenait une baguette d'or garnie d'émeraudes, au bout de laquelle il y en avait une qui représentait un coq. Son collier était composé de 13 perles, chacune d'un aussi grand prix que celle dont la belle reine Cléopâtre fit un ragoût à son amant. Elle n'avait point de couronne, parce qu'elle en attendait une des mains de l'amour. Toutes les dames de sa cour, vêtues de diverses couleurs et brillantes d'or et de pierreries, étaient assises sur les marches du trône, qui était couverte de velours bleu semé d'étoiles d'or. Tous ces officiers étaient en haie aux deux côtés de la salle. Le premier qui entra fut le roi Antijour. Il s'arrêta dès les premiers pas. La vue de la belle reine le surprit si fort qu'il en demeura immobile. La reine Plaisir, de son côté, ne fut pas exempte d'agitation. Son heure était venue et son cœur, qui n'avait jamais été sensible, le devint à la vue de celui qui devait en être le vainqueur. La première surprise du roi des richesses perdues étant un peu diminuée, il s'avança et se jeta aux pieds de la belle fée où il posa ses 2 couronnes de myrte. Il lui dit : « Incomparable reine, je n'ai point d'autre couronne à vous offrir que celle-ci. Celle que je possède au centre de la terre n'est pas digne de vous. Aussi l'ai-je quittée pour toujours. Et je n'ai rien réservé que mon cœur, dont je vous fais un hommage sincère, et quoiqu'il soit formé d'une manière extraordinaire, il n'a pas laissé d'être sensible aux seuls traits de votre peinture. Si vous voulez bien l'accepter, charmante reine, je serai sans doute le plus heureux de tous les hommes. Mais si je suis assez malheureux pour vous déplaire, je mourrai à vos pieds d'amour et de douleur. » Il dit ces derniers mots d'une manière si touchante que Plaisir en fut attendri. « Levez-vous, prince, lui dit-elle, en lui tendant la main qu'il baisa. Je ne suis point injuste, et quoique mon cœur n'ait jamais été sensible, je ne réponds point de l'avenir. Aimez, espérez, et reposez-vous sur votre mérite. » Elle rougit en disant ces paroles
qui paraissait lui avoir échappé contre sa volonté. Antijour s'en aperçut et il pensa mourir aux pieds de Plaisir qui lui fit signe de se lever pour faire place au roi des fariboles, lequel était suivi de la princesse Blanchette sa fille et du roi des laitues pommées. Ce roi expliqua à la reine toute son infortune. Elle la savait pour le moins aussi bien que lui. Elle le plaignit et lui promit sa protection. Elle fut charmée de la beauté de Blanchette, à qui on donna 1000 louanges. L'on peut dire que jamais personne ne les a mieux méritées que cette aimable princesse. La reine félicita Verdelais sur son bonheur. Le roi des Arphafides vint à son tour avec la belle et spirituelle princesse Philomèle. La fée leur fit connaître que tous les secours qu'ils avaient eus dans leur changement étaient venus de sa part, et que c'était elle qui avait changé Philomèle en rossignol pour la tirer des mains de Caméléore. Petit Pois et Fèverole eurent leur tour. Et quoique cette jeune princesse n'eût qu'une beauté moyenne, elle ne laissait pas d'avoir un certain air de fraîcheur, aussi bien que son amant, qui avait son mérite. Enfin, l'audience fut terminée par les 3 frères, dont le pardon fut signé en bonne forme. La reine descendit de son trône et fut conduite par Antijour dans son appartement, où elle fut suivie de la plus belle et de la plus nombreuse cour que l'on puisse imaginer. Il était déjà tard, et l'on servit bientôt un souper dont la description demanderait un volume entier. Après ce repas, il y eut un bal des plus magnifiques. Les princes et les princesses nouvellement arrivés y brillèrent des libéralités de la fée, qui augmenta leur parure par des bijoux de conséquence dont elle leur fit présent. Antijour y dansa parfaitement bien. L'on ne devait pas s'en étonner, car il avait appris d'un maître de l'opéra. Mais surtout Petit Pois et Fèverole remportèrent le prix. Lorsqu'ils dansaient ensemble, rien n'était plus agréable, et l'on n'avait jamais vu jusque-là une disposition pareille. Il semblait qu'ils ne touchassent pas à terre. Après le bal, tous les rois, les princes et les princesses furent conduits dans des appartements proportionnés à leur qualité et à la richesse de la reine, mais principalement Antijour, qui avança tellement ses affaires dans ce peu de temps que chacun s'aperçut à la manière dont il fut servi et respecté qu'il allait bientôt devenir le roi de cette île magnifique en possédant la charmante reine. Dans un quart d'heure, elle donna ses ordres pour la fête du lendemain, où tant d'amants devaient devenir époux. Tout y fut grand, superbe et hors de toute description. Antijour épousa la reine Plaisir. Grandimont devint heureux par la possession d'une personne pour laquelle il avait souffert tant de maux, et qui en avait souffert pour le moins autant de son côté. Pour Blanchette et Verdelais, ils achevèrent des noces tant de fois interrompues par la malicieuse et cruelle Berlinguette. Fèverole et Petit Pois furent toujours unis depuis, et l'on voit encore aujourd'hui cette agréable union se perpétuer de siècle en siècle. Pour les 3 frères et les 3 sœurs, ils jouirent ensemble d'un bonheur parfait. Jamais esprit ne se sépara de félicité. Histoire brilla toujours avec mémoire. Et Entendement était si charmé de Prudence qu'il ne fit jamais rien sans son conseil. Les plaisirs et les divertissements qui suivirent les somptueuses noces durèrent longtemps.
Après quoi la reine Plaisir fit venir un jour dans son cabinet le roi des Fariboles, Verdelais son genre, le roi des Arfafides et Petit Pois, et leur demanda quel parti ils voulaient prendre. Que si peu d'Aquais voulaient retourner dans son pays, elle y enverrait des peuples plus spirituels et plus laborieux, qu'elle rétablirait le royaume des laitues pommées, avec la principauté de Petit Pois et de Févrole, et elle les assura qu'ils ne devaient plus craindre Berlinguette, puisqu'elle l'avait renfermée dans le château peureux avec les griffons, les araignées, les guêpes et les serpents, qui n'étaient autres que 4 magiciens dont Caméléor en était un. Ces princes remercièrent bien fort la fée de ses offres avantageuses et lui dirent qu'ils aimaient mieux demeurer dans l'île de la Magnificence et devenir les sujets d'une si puissante reine que de commander à des peuples quels qu'ils puissent être. Petit Pois prit le même parti, et il n'y eut que Grandimont qui voulait retourner dans son royaume. Il aimait la gloire, et il n'en voyait point à acquérir parmi les plaisirs de cette cour. Il partit quelque temps après avec la charmante reine des Arfafides. La fée les accabla de présents et leur donna un équipage digne de leur rang. Plaisir fut longtemps sans avoir d'enfant, et l'on croyait qu'elle n'en aurait point, par la différence de l'origine du roi Antijour et de la sienne. Mais enfin, elle tomba enceinte, au grand contentement de son époux, car c'est l'ordinaire des maris qui aiment leurs femmes de souhaiter d'en avoir des enfants. Elle mit au jour un prince qui fut une merveille d'esprit et de beauté. Il fut nommé Antinuit. Et après 2 ou 3 siècles, il hérita du royaume de sa mère et eut une longue postérité qui a toujours porté son nom.